Eh bien, bienvenue. Donc, effectivement, l'association Les Shifters, depuis maintenant un an, c'est-à-dire depuis le nouveau bureau, on a décidé d'organiser des conférences ouvertes au public pour aborder les sujets qui nous intéressent autour de la décarbonation et de la transition écologique. Et donc, ces conférences publiques sont ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Et pour cette dernière conférence de l'année 2022-2023, on a décidé aussi de l'organiser en commun et de mettre en valeur le nouveau partenariat que l'on a noué avec l'Institut Transition. Donc l'idée était aussi d'organiser une conférence qui poursuit le travail qui a été fait lors de la conférence du mois d'avril, qui portait sur la décarbonation de l'emploi. Je ne sais pas si Noémie est... Ah voilà. Voilà, donc on a Noémie qui est co-autrice tout court, d'accord, du rapport. Et du coup, cette conférence, elle vient dans la continuité de celle qui avait été organisée en avril en mode webinaire, puisqu'on avait déjà Vincent qui faisait partie de la table ronde. Voilà, donc c'est effectivement la dernière conférence de l'année avant la pause estivale. Et l'idée pour ce soir, c'était de réfléchir ensemble sous une forme de dialogue, puisqu'on va avoir deux intervenants avec deux points de vue et deux approches différentes. Donc je vais vous présenter successivement donc Fanny. Voilà, Fanny qui est donc cofondatrice de l'Institut Transition, que je pense on va avoir l'occasion de découvrir pendant la présentation. Et donc en fait, Fanny, on en échangeait juste avant. Elle, ça, finalement, il n'y a pas eu de bifurcation, puisque finalement la transition écologique, c'était un sujet qui t'a intéressé depuis les études, puisque finalement, dès les études à Sciences Po Lyon, on a beaucoup de Sciences Po Lyon dans le réseau des shifters, je tiens à le dire d'ailleurs. Dès tes études, tu as démarré la création de l'association Antiela, qui est devenue une association importante sur le territoire, puisqu'elle mobilise à la fois elle fédère un grand nombre d'associations et puis elle accompagne des ambassadeurs du changement, et je pense qu'on on aura l'occasion. Et par la suite, l'Institut Transition qui a une vocation un petit peu différente que tu nous présenteras. Et puis du coup Vincent. Donc là, l'idée c'était effectivement côté Institut Transition d'aborder cette question de écologie et travail du point de vue de l'individu. Donc comment est-ce que nous, en tant qu'individus, à la fois on s'interroge, on a envie de changer de voie, de bifurquer, et quels sont les leviers qui sont à notre main et comment aussi y aller. Et puis de notre côté, il y a la problématique aussi des entreprises et des organisations. Comment est-ce qu'elles peuvent prendre en compte à la fois ces nouveaux enjeux et ces nouvelles attentes des individus. Et donc, on a invité Vincent, qui est chargé de mission à l'ANACT. Alors, Vincent a un parcours aussi, on va dire, atypique, puisqu'il a démarré plutôt dans la recherche en sociologie environnementale. Ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je pense qu'on aurait plein de choses à dire sur les objets de recherche. Et au sein de l'ANACT, il s'occupe plus particulièrement, on va dire, de comment le système travail intègre les nouvelles transitions. Donc, principalement, historiquement, sur la transition numérique. C'était le sujet qui intéressait plus particulièrement Vincent ces dernières années. Et puis, petit à petit, on instille les sujets autour de la transition écologique. Et Vincent va nous décrire la manière dont aujourd'hui l'ANACT travaille et accompagne des porteurs de projets sur ces sujets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser cette conférence en 2 temps. Donc, on va essayer d'articuler les présentations. Et on va démarrer par Fanny. Voilà, ladies first. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est, je crois, ma dernière conférence-intervention d'ici l'été, donc je suis contente de finir avec vous. Donc peut-être avant toute chose un petit mot pour présenter l'Institut Transition, pour que vous sachiez un petit peu d'où je vous parle. L'Institut Transition, c'est un institut de formation qui a été fondé en 2020. Donc c'est un institut de formation encore relativement récent et qui a pour vocation de pouvoir former et accompagner les personnes et les structures qui ont envie de mettre leur temps, leurs compétences, leur énergie au service de la transition écologique et solidaire de la société.
Ça se traduit par 3 missions qui structurent notre action. Une première mission qui est le cœur de ce dont on va parler ce soir, qui est de pouvoir accompagner des personnes qui ont déjà en général un premier parcours d'études, des premières expériences professionnelles et qui se questionnent sur le sens de leur travail et qui auraient envie de bifurquer, évoluer, se reconvertir, on pourrait utiliser plein de mots, pour que leur vie professionnelle soit au service de la transition. Donc on a un programme de formation et d'accompagnement d'1 an qui s'appelle Nouvelle Voie, où on permet aux personnes de monter en connaissances, en compétences, en réflexion sur ces questions de transition écologique et solidaire, de développer des nouvelles compétences et d'être en capacité de se situer dans ce champ-là pour savoir où et comment elles ont envie de déployer leur énergie. Donc ce que je vous partagerai est très lié à ce qu'on peut observer et vivre dans ce programme-là. Notre deuxième mission, c'est une mission de formation des équipes de structures associatives ou entrepreneuriales qui ont une raison d'être qui est sur ces questions d'écologie et de solidarité. Donc en termes de taille d'organisation, c'est plutôt des petites structures, puisque c'est des structures qui ont émergé au cours des dernières années et qui sont en train d'essayer de se développer pour répondre aux enjeux qui sont ceux de notre société. Et là, l'idée, c'est de les former sur c'est des formations courtes et sur des compétences liées au RH, au modèle économique, à la communication. Donc, c'est pas sur les questions d'écologie, de solidarité, parce que ça, c'est leur savoir-faire et leur métier, mais c'est plutôt sur toutes les dimensions sur lesquelles elles ont besoin de monter en compétences pour réussir à faire grandir leur structure. Et puis la dernière mission de l'Institut, c'est une mission de formation des structures que nous on appelle les structures classiques, donc des entreprises, des associations, des institutions qui n'ont pas d'engagement ou de mission liée à l'écologie et la solidarité, mais qui se questionnent et qui auraient envie d'intégrer peu à peu ces enjeux dans le cadre de leur métier. Donc voilà pour vous présenter l'Institut à travers ses missions. Alors pour aller plus sur le cœur de mon intervention et vous dire de quoi j'avais prévu de vous parler ce soir, l'idée c'est qu'en fait on va commencer par les 2 premiers points. Ensuite, ce sera Vincent et ensuite je ferai mon 3e point. L'idée, en tout cas, de mes 2 premiers points, ça va être de s'intéresser à cette question de la quête de sens au travail et de comment, finalement, il y a une articulation qui existe entre cette envie de changement chez un certain nombre de salariés et leur prise de conscience et l'engagement, la réflexion qu'ils ont sur sur les enjeux écologiques. Donc, je vais essayer d'expliquer comment, selon moi, ça s'articule et d'ouvrir des perspectives sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bifurquer, pour avancer vers une vie professionnelle qui serait davantage, je dirais, en cohérence avec nos valeurs et davantage fertile pour la transition de notre économie et de notre société. Alors, dans un premier temps, d'où vient cette quête de sens, cette envie d'évoluer, de bifurquer ? Là, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un projet de recherche qu'on a fait au lancement de l'Institut. Donc, on voulait lancer le programme Nouvelle Voie. On avait des intuitions sur qui étaient ces personnes en évolution professionnelle, qu'est-ce qui leur donnait envie de bouger, qu'est-ce qui les bloquait, qu'est-ce qui les aidait. Mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sur de l'intuition et qu'il y avait vraiment une opportunité à aller à la rencontre de personnes qui avaient déjà vécu des parcours d'évolution professionnelle pour essayer de comprendre ce qui s'était joué pour elles, pour nourrir notre réflexion et faire en sorte que notre action derrière soit plus pertinente. Et donc voilà, on a fait une trentaine d'entretiens et par ailleurs, on a croisé avec ce qu'on avait observé depuis chez les personnes qu'on accompagne. Et donc là, ce que je voulais vous partager, c'est quelques points clés qui ressortent de ces projets de recherche-là. Donc la première chose qui nous a beaucoup marqué chez les personnes qu'on a rencontrées, c'est que dans un premier temps, elles décrivent leur parcours d'études et leur premières expériences professionnelles comme ce qu'elles appellent un parcours de non-choix. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce sentiment des personnes d'avoir été dans des études qui étaient celles qui
découler d'un parcours de notes, d'injonctions potentiellement des profs, des parents, mais sans qu'à un moment donné, elle s'arrête en se disant qui je suis, où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps, mon énergie. Et donc, il y avait vraiment ce sentiment d'être pris dans un tube ou dans un tunnel où à chaque fois, on va à l'étape suivante, mais sans forcément conscientiser ce que ça signifie et sans savoir en quoi ça nous nourrit, nous, ou ça contribue plus largement. Et ce qui a été vraiment intéressant pour nous, c'est de se rendre compte que finalement, ce parcours de non-choix, il est vraiment ébranlé et travaillé par un certain nombre d'expériences de vie des personnes et notamment par la question de la prise de conscience sur les enjeux écologiques. Finalement, la sensibilité qu'on pouvait avoir sur les questions de climat, sur les questions de justice sociale, d'effondrement de la biodiversité, c'était un petit peu comme des petits grains de sable qui rentraient dans le rouage et qui faisaient que ce parcours de non-choix sur lequel on avait du mal à bouger, duquel on avait du mal à sortir, finalement commençait à être un petit peu grippé. Donc une fois qu'on avait constaté ça, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui se joue chez les personnes, quelles vont être leurs grandes motivations de changement. Et donc ça nous a permis de formaliser ce qu'on appelle les quêtes de l'engagement, qui est une typologie des grands désirs, des grandes aspirations que les personnes ont et qui va leur permettre de sortir d'une situation qui est insatisfaisante mais malgré tout confortable pour prendre le risque d'une bifurcation. Donc la première quête de ces quêtes de l'engagement, c'est ce qu'on appelle nous la quête de sens, donc, dont on parle beaucoup dans les médias. La quête de sens, c'est quoi ? C'est la conscience qu'on peut avoir qu'il existe un écart important entre notre idéal, nos valeurs et la société, et en particulier le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'on peut vivre quand finalement on essaye de porter des valeurs au quotidien dans sa vie personnelle et que dans la vie professionnelle, il y a quelque chose de complètement différent qui est vécu. Donc finalement, c'est cette question de la dissonance, quoi. La quête de sens, c'est cette volonté d'agir pour réduire l'écart, réduire la dissonance et s'assurer que il n'y a pas quelque chose qui nous écartèle. Donc cette quête de sens, c'est la première chose qui permet aux personnes de rebondir et d'aller voir ailleurs s'il y a un endroit plus aligné. La deuxième quête, c'est ce que nous on a appelé la quête d'utilité. C'est le sentiment que peuvent avoir les personnes que dans leur vie professionnelle, qui peut faire 35, 40 heures, voire plus chaque semaine, de ne pas être utile aux enjeux qui leur parlent, voire pire, d'être nocif, ce qui peut arriver à un certain nombre de personnes. Et donc cette quête d'utilité, c'est cette volonté de se mettre en mouvement pour mettre son temps, son énergie, ses compétences sur des sujets où on se dit, là, je vais être fière de moi et je vais me dire que j'ai contribué à quelque chose auquel je crois. Donc voilà, la quête d'utilité, ça peut être le deuxième moteur pour ce changement. Troisième moteur, c'est ce que nous on appelle la quête de lien. La quête de lien, c'est l'envie qu'on peut avoir quand on est sensible à un sujet, de rejoindre d'autres personnes qui sont dans le même type de réflexion, dans la même dynamique. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous vivez au Shifter, de ne pas être la personne un peu bizarre qui a un certain nombre de réflexions ou de passions à un endroit. C'est une communauté où on va retrouver d'autres personnes avec qui on peut parler des préoccupations qui sont les nôtres. Et finalement, quand dans un collectif de travail, on se sent très très en décalage avec ses collègues dans ses préoccupations aux pauses café, etc., ça peut être aussi un moteur pour aller voir ailleurs si ailleurs, encore une fois, on n'a pas des collègues avec lesquels on pourrait davantage partager sur ce qui nous anime. Et donc ça va être une autre raison de changer. Avant-dernière motivation, c'est ce qu'on appelle la quête de découverte. Alors la quête de découverte, ça correspond plutôt au sentiment qu'on peut avoir parfois d'avoir fait le tour de son poste, de son secteur, et de plus se sentir grandir, stimuler. Et voilà, ça peut être une source de frustration. Et l'évolution professionnelle, c'est finalement un levier pour à nouveau être dans une posture d'apprentissage et de stimulation.
Et dernière quête, la quête d'aventure, c'est ce qu'on peut ressentir quand finalement on est dans un cadre professionnel où on n'a pas beaucoup de marge sur les dynamiques, sur les cadres, et où on a l'impression que tout est défini par ailleurs pour nous. La quête d'aventure, ça peut être l'envie d'être dans des espaces où on peut être davantage dans une posture d'initiative, de développement. C'est ce qui peut aussi amener à entreprendre. C'est cette envie de se dire, j'ai envie d'être face à une page blanche et de me lancer pour créer quelque chose de nouveau qui sera une forme de stimulation. Donc voilà, c'est en tout cas nous les grandes motivations qui traduisent en fait des besoins, de choses qui ne sont pas satisfaites dans le monde du travail pour ces personnes-là, qui finalement les met en mouvement pour aller chercher d'autres manières de travailler et d'agir. Alors une fois qu'on a dit ça, on a dit pourquoi les personnes avaient envie de bouger, ce qu'elles avaient envie de quitter. Et souvent, la difficulté, c'est que si elles savent ce qu'elles ont envie de laisser sur le chemin, on n'est pas forcément encore en capacité de dire où est-ce qu'on a envie d'aller, qui on est, à quoi on a envie de contribuer. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut construire les choses pour que la suite ne soit plus ce parcours de non-choix et que par ailleurs, ce soit une suite qui nous permette de contribuer efficacement et effectivement au sujet qui nous touche et qui nous dépasse largement aujourd'hui. Donc ça va être la suite de mon intervention. C'est un certain nombre de conseils, de propositions qu'on fait à des personnes en évolution professionnelle vers les enjeux de transition écologique et solidaire pour les aider à avancer. Donc, si vous êtes en réflexion actuellement, peut-être que ça vous ouvrira des perspectives. Et puis sinon, je ne doute pas que vous avez autour de vous des personnes qui sont en réflexion, donc ça peut être aussi des propositions dont vous vous faites écho auprès d'elles. Alors la première étape, alors j'ai fonctionné en étapes, mais il ne s'agit pas de faire les choses scolairement forcément dans ce sens, mais voilà. Mais bien de saisir les ingrédients qui vous semblent les plus fertiles pour vous. Et donc là, le premier point qui me semble intéressant, c'est de prendre un temps pour se situer dans le temps. Enfin, quand on évolue professionnellement, on est toujours ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pouvoir sur le passé. C'est fait. On peut avoir une opportunité à re-questionner ses choix, à se réapproprier ses choix, mais en fait, on ne peut pas changer ce qui a été posé. Et en fait, en soi, on n'a pas tellement de contrôle sur l'avenir. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant créer les conditions d'eux. Mais donc là, ce qui m'intéresse, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir un regard sur son passé qui va être utile et qui va venir nourrir le processus d'évolution professionnelle. Et donc moi, souvent, ce que j'invite les personnes à faire, c'est à relire leur parcours, donc à essayer de repenser à l'ensemble de leur vie pour identifier, que ce soit dans la sphère professionnelle ou en dehors de la sphère professionnelle, ce que j'appelle des expériences signifiantes. C'est des moments, des endroits, des postures dans lesquels vous vous êtes senti bien, vous vous êtes senti vivant, vous vous êtes senti à votre place, vous avez senti que quand vous étiez là, vous étiez en énergie, en se disant que ces expériences signifiantes, elles ont vraiment quelque chose à vous dire sur peut-être où demain vous pourriez être et où vous auriez une place à construire. Donc c'est un petit peu comme les petits cailloux blancs du petit poussé, quoi. C'est des jalons qui vous indiquent peut-être l'endroit où vous pourriez être. Donc voilà, ça c'est une première proposition. Deuxième proposition, quand vous avez relu votre passé et identifié ces expériences signifiantes, c'est d'essayer de se projeter. Alors souvent, quand on évolue professionnellement, on se dit il faudrait que je trouve un métier, il faudrait que je trouve ce que moi j'appellerais une destination. C'est un truc très très précis qui me permet d'être rassurée parce que je sais exactement où je vais. Et par ailleurs, je peux dire à mon entourage, ne t'inquiète pas, je vais être 3 petits points. Et je pense qu'en fait, penser en termes de destination, souvent, c'est
peut-être un peu trop restrictif, en tout cas au début, parce que les noms de métiers, ils n'existent pas forcément, et que par ailleurs, c'est toute une économie qui est aussi en train de se développer, et qu'il peut y avoir une opportunité à avoir une réflexion qui est moins focalisée sur une destination en particulier. Moi, ma proposition, c'est plutôt de penser en termes d'horizon, c'est-à-dire, je ne sais pas précisément où je vais atterrir, mais je vais essayer de regarder au loin là où j'ai envie d'aller, et de plutôt penser en termes de grandes valeurs qui me parlent, de grands sujets qui m'intéressent, encore une fois, de postures, d'actions, d'espaces dans lesquels je me sens bien, qui me disent, bon voilà, c'est mon cap, c'est vers là que je veux aller. Et finalement, les destinations, elles se préciseront tout au long du parcours d'évolution professionnelle en fonction des rencontres et en fonction d'autres pas qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, ce qui est souvent l'image que je donne au sein de l'Institut, c'est un petit peu comme si vous aviez un tableau impressionniste où au début c'est des très grosses tâches, vous ne voyez pas très bien quelle forme ça va prendre, mais c'est précisément en avançant, en se mettant en mouvement, en allant rencontrer des personnes, en faisant des démarches, que ça se précise et que petit à petit, quelque chose de plus peut-être sécurisant et rassurant apparaît. Alors, une fois qu'on sait un petit peu vers où on a envie d'aller, il n'en reste pas moins qu'on peut se sentir encore un petit peu dans le flou et dans le brouillard. Et pour ça, on conseille souvent aux personnes qu'on accompagne de travailler sur ce qu'on appelle une boussole intérieure. La boussole intérieure, c'est ce qui vous permet de vous orienter quand vous êtes à la croisée des chemins et que vous ne savez pas très bien s'il faudrait plutôt aller à gauche ou à droite. Cette boussole intérieure, elle est constituée de 2 aiguilles. Une première aiguille, c'est l'aiguille qui montre les sujets, les causes auxquelles vous êtes sensible et sur lesquelles vous auriez envie de mettre du temps ou de l'énergie. Donc ça peut être, j'ai envie d'agir pour la décarbonation, j'ai envie d'agir en faveur de la régénération du vivant, j'ai envie de travailler sur la réduction des déchets. Enfin voilà, ça peut être des choses assez différentes, mais en gros, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous anime? J'utilise bien les mots appel ou anime parce que pour moi c'est assez différent de qu'est-ce qui vous intéresse. Enfin, dans l'absolu, on voit souvent des personnes qui me disent je suis intéressée par tout, moi je suis très curieux. Enfin, moi aussi je suis très curieuse, je suis intéressée par tout. Par contre, il y a beaucoup moins de choses qui m'appellent et qui m'animent, enfin, au sens qui me pousse à me lever le matin et où au bout de pas mal de temps à agir dessus, j'ai pas fait le tour parce que c'est quelque chose qui vraiment me titille assez intimement et profondément. Voilà, la première aiguille, c'est ça qu'elle montre. La deuxième aiguille, elle va plutôt indiquer autre chose, c'est qu'est-ce que j'aime faire, enfin, quelles sont les postures, les actions qui correspondent à qui je suis, dans lesquelles je m'épanouis, et qui va finalement venir préciser les choses. Si je reprends mon exemple de la réduction des déchets, une fois que j'ai dit que j'étais intéressée par la réduction des déchets, en pratique, ça peut vouloir dire des types d'actions, des types de structures extrêmement différentes. Enfin, c'est des types de métiers aussi très différents. Par contre, ma deuxième aiguille, elle permet déjà de réduire un petit peu le champ des possibles. Si je me dis que moi, ce que j'aime, c'est les défis techniques, que j'aime construire des solutions, etc., peut-être que travailler sur je sais pas, la création de filières pour les déchets BTP, c'est intéressant. Par contre, si moi, ce qui m'anime, c'est la transmission, l'accompagnement au changement, c'est peut-être pas exactement la bonne option. Il vaudrait mieux que je rejoigne telle ou telle association qui fait de la sensibilisation, de la mobilisation citoyenne sur la question des déchets. Donc voilà, ça peut être quelque chose sur lequel travailler. À quoi j'ai envie de contribuer, à quelle valeur et quel type d'actions, de missions sont nécessaires à mon épanouissement, où est-ce que je me sens personnellement à ma place. Et enfin, ce qui me semble intéressant, c'est de définir ses prochains pas. Donc je sais d'où je viens, je sais à peu près où est-ce que j'ai envie d'aller. En tout cas, j'ai une première idée. Je suis outillée pour me situer dans le grand brouillard qui est le mien. Quels sont les prochains pas qui vont me permettre d'avancer effectivement dans ma transition pro.
Donc la première chose que l'on dit souvent à l'Institut, c'est que ça a vraiment une importance considérable de parler de son envie de changement, de dire qu'on est en réflexion, qu'on aurait envie de bifurquer, qu'on n'est plus bien dans son travail, qu'on aimerait mettre son énergie ailleurs. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est que déjà, bon, vous avez peut-être remarqué que quand on parle de quelque chose, ça a tendance à nous engager, donc on se sent un peu plus tenu d'y aller ensuite, mais parce qu'en général, on a plein de retours. En parler, c'est aussi avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais moi aussi ». Ou de dire « Ah bah tu sais, moi, il y a mon oncle, il travaille là ». Enfin, voilà, c'est tout un tas d'opportunités. C'est l'occasion de voir qui sont les personnes autour de vous qui pourraient être ressources. Bon, c'est aussi parfois la confrontation à des personnes qui ne comprennent pas ou qui sont gênées par nos envies. Bon, celles-là, voilà, vous les avez identifiées. Il faut peut-être un peu prendre du champ sur ces enjeux. Mais voilà, c'est une manière de se mettre en dynamique. Deuxième proposition, et je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est vraiment d'agir concrètement pour nourrir son processus d'évolution professionnelle. Donc c'est agir en rejoignant des associations bénévolement, en faisant des immersions professionnelles. Enfin, c'est de se dire que la réflexion qu'on va avoir sur la suite ne peut pas se vivre qu'en chambre, au sens... dans notre tête, à l'intérieur. Naturellement, c'est important de prendre des temps d'introspection, mais si ce n'est pas nourri par des temps de rencontres, d'action, pour moi, c'est vraiment une machine à laver qui tourne à vide, quoi. C'est qu'il manque une matière qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer des intuitions qu'on a. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'aller se confronter au terrain. Troisième enjeu, pour moi, c'est de pouvoir réfléchir à un moment donné quand on sent que, oui, on a envie de passer un cap dans sa vie pro, d'aller plus loin dans sa bifurcation, c'est de réfléchir à comment on peut se donner du temps pour ça. En réalité, avancer dans son évolution pro quand on travaille 40 heures par semaine, qu'on a ses enfants, qu'on a ses engagements, etc., c'est possible. Il y a des gens qui sont très, très... vif, vigoureux, etc. Mais c'est quand même un challenge. Donc nous, on voit qu'en tout cas, pour un certain nombre de personnes, réfléchir à comment elles peuvent avoir éventuellement une baisse du temps de travail, comment elles peuvent aussi sortir avoir du chômage, avoir une disponibilité, c'est vraiment des moments d'accélération assez forte des transitions professionnelles parce que c'est un espace de décantation, ça permet d'aller faire ce travail d'action, de rencontre, et c'est aussi un moment où on se libère aussi d'injonctions qu'on peut avoir au quotidien et qui nous limitent dans notre capacité à penser ailleurs ou autrement. Autre proposition, c'est de travailler sur la création ce que moi j'appelle un réseau aidant. C'est quand on se sent un peu seul dans son évolution pro, le risque quand même, c'est qu'à un moment donné, on se dit non mais en fait c'est trop compliqué, quoi. Je vais laisser là sur le côté et puis bon, je vais attendre la prochaine étincelle qui me remotivera un peu. Donc là, l'idée, ça peut être de se dire quelles sont les communautés, les réseaux, les structures qui pourraient me permettre de me sentir entourée. Donc pour moi, encore une fois, les shifters, c'est un bon exemple, même si ce n'est pas l'objet forcément. C'est un endroit où vous êtes sûr qu'a priori, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont soit dans la même situation que vous, soit qui comprendront, en tout cas, ils ne vous diront pas « Ah bon, tu es en quête de sens parce que la crise écologique, mais pourquoi ?» Donc là, a priori, il ne devrait pas y avoir ce type de retour, mais pour moi ça peut être aussi aller faire des démarches vers des structures d'accompagnement qui soutiennent ce moment-là pour permettre aux personnes d'être soutenues dans la réflexion. Et puis la dernière proposition, ça peut être aussi la question de la formation. Alors c'est pas un impondérable, mais parfois se former, c'est aussi une manière de mieux comprendre les enjeux et de savoir où on pourra mettre son énergie et d'être davantage pertinent dans le cadre de l'action. Donc voilà, c'est en tout cas un certain nombre de dimensions qui peuvent permettre d'avancer dans son parcours d'évolution professionnelle. Donc voilà, comme on disait, l'idée c'était de passer de comment on accompagne les individus finalement dans cette trajectoire vers la transition écologique. Et puis, de l'autre côté, on a l'ANACT,
qui, dans son rôle d'accompagnement des entreprises et des organisations, parce que d'ailleurs, vous ne traitez pas que des entreprises, vous accompagnez aussi dans ces réflexions sur ces nouveaux enjeux au travers de différents dispositifs, donc, dont Vincent pilote un certain nombre d'appels à projets. Et si je peux avoir un petit coup de main pour le changement de support. Et donc, va pouvoir nous présenter l'état des lieux, des réflexions de l'ANAC sur le sujet. Bonsoir. Peut-être dire quelques mots sur l'ANACT, parce que j'imagine que vous ne savez pas ce qu'est l'ANACT. Eh bien, comme ça maintenant vous saurez. C'est un établissement public à caractère administratif. Nous sommes avec un conseil d'administration tripartite. On est sous tutelle du ministère du Travail. Et nous avons aussi au conseil d'administration les grandes organisations patronales et les grandes organisations syndicales. On existe depuis 50 ans. Et la mission première, c'est d'aider les entreprises lorsqu'elles conduisent des projets de transformation et essayer de trouver des équilibres entre les enjeux de performance et les enjeux de santé au travail. Donc, la mission est plutôt large. Le cœur de cible historique, c'est TPE-PME. Ça reste toujours le cas. On travaille aussi avec des plus grandes entreprises et on travaille plus récemment aussi avec les secteurs publics, les fonctions publiques, que ce soit d'État, hospitalière ou territoriale. Donc, j'ai essayé de répondre à la question qui m'avait été adressée et donc de vous éclairer sur comment le monde du travail appréhende les enjeux associés à la crise ou à la transition écologique. Pour cela, je vais proposer 4 temps. Un temps sur quelques grands enseignements de cadrage problématique issus de la littérature. Des questions d'actualité sur qu'est-ce qui anime en ce moment le monde du travail autour de ces enjeux de transition écologique. Revenir en 3e temps sur qu'est-ce qu'on propose à l'agence et qu'est-ce qu'on met en œuvre. Et puis enfin, c'était la 2e question qui nous était adressée, c'était de revenir sur le travail, oui, mais quand on dit travail, on pense au travail professionnel, au monde salarié, etc. Mais en fait, on va voir qu'on peut travailler en dehors du monde salarié, ou collectivité, etc., qu'il y a du travail militant, qu'il y a du travail bénévole, qu'il y a du travail domestique, etc., etc. Donc raisonner un peu les questions du travail en dehors du prisme classique. Donc, fin du monde, fin du mois, même combat. Donc ça a fait un peu Flores, ça, depuis quelque temps. On va essayer d'éclairer un peu ce qui se cache derrière ça, les grands enjeux. Peut-être commencer par se dire que les questions de travail, c'est une vieille histoire. Et dans notre monde à nous, on est les héritiers de la modernité, du monde industriel. Et y compris sur la question des conditions de travail, elle commence à exister, cette question, au moment des mines. Et la médecine sociale documente très très bien les problématiques sanitaires et sociales liées à l'exploitation du charbon et surtout liées à l'exploitation des gens qui travaillent dans les mines, qu'il s'agisse d'adultes ou qu'il s'agisse d'enfants, puisqu'à l'époque, c'était aussi le cas. Donc, c'est une problématique initiale d'exploitation des ressources naturelles et des ressources humaines, et disons de mise au travail des classes laborieuses, de discipline des classes laborieuses, pour essayer de canaliser peut-être leurs éventuelles passions et que les classes dirigeantes pouvaient considérer comme potentiellement destructrices. Donc il y a une discussion sur le système économique, sur sa capacité à intégrer les limites planétaires ou son incapacité à les intégrer, et une réflexion sur sa capacité à forcer les choses jusqu'à leur point de rupture pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Et donc c'est un peu ça le jeu finalement dans lequel on est pris, puisqu'on en tire bénéfice, c'est-à-dire que depuis ce temps-là, ça génère de la croissance. Avec de la croissance, ça fait un peu de fric. Le fric, ça fait de la valeur. Et du coup, on se partage un peu de la valeur et on gagne un peu en bien-être économique et social. Donc il y a une espèce de tendance. On est là, peut-être un peu au bout de cette tendance, avec ces réflexions sur la transition écologique. Donc c'est le piège de l'abondance. Donc je me réfère beaucoup là, dans cette partie aux travaux de Pierre Charbonnier, que vous connaissez sans doute. L'épuisement des ressources humaines, oui. L'épuisement aussi des ressources non humaines.
C'est là où c'est intéressant pour nous. Nous, historiquement, on n'est pas fondé à travailler sur les questions écologiques. Alors, depuis quelques années, notre conseil d'administration nous demande d'aller voir ce qui se passe. Mais historiquement, nous, c'est plutôt les ressources humaines. Mais il y a un parallèle, en fait, entre l'aliénation des ressources humaines et l'aliénation des ressources non humaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment on essaye de raisonner pour sortir de cette logique productiviste, extractiviste, aveugle aux conséquences délétères de son fonctionnement et ce qu'elle pense être le progrès et des dégâts qu'elle fabrique en même temps qu'elle fabrique ce dit progrès. Et donc, il y a, on s'en rend compte, une rupture métabolique. Alors, c'est-à-dire, en gros, tous nos efforts productifs et extractifs sont plus assimilables, en fait. Donc, ça ne tient plus. Et en fait, ce raisonnement-là, il n'est pas neuf. Contrairement à ce qu'on pourrait se dire, que c'est tout nouveau, ces histoires-là, si vous revenez sur, y compris des vieux textes de Marx, eh ben, il y a déjà des raisonnements autour de la rupture métabolique. Et il n'y a pas que Marx, il y a aussi chez les agronomes de l'époque, notamment von Liebig, des raisonnements sur comment on force le sol à produire davantage, notamment de ressources, disons, pour l'alimentation. Et puis, il y a quand même dans cette matrice de la modernité un accent qui est mis beaucoup sur la question technique. Et aujourd'hui encore, une partie de la discussion sur comment on s'en sort de cette situation, elle se tourne du côté de la technique. Même si on s'est rendu compte, là, depuis 150 ans, que c'est en fait ce délire technique qui a permis l'extractivisme et le productivisme. Donc ce n'est pas pour avoir un propos, dire qu'il faut jeter la technique, mais c'est un propos pour dire peut-être qu'il faut raisonner ces techniques et se dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté, quoi. On prétend qu'en s'appuyant sur elle, on va gagner en longévité, et en même temps, on voit que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça. Et donc vous avez sans doute en tête les scénarios, par exemple, de l'ADEME sur Transition 2050, qui sont bornés entre, d'un côté, des actions qui relèvent plutôt de la sobriété, et donc qui relèvent plutôt des modes de vie et des mœurs culturelles et de ce qu'on veut, et puis de l'autre côté, une orientation hyper technique. Et c'est en inventant des nouvelles technologies qu'on va pouvoir continuer à consommer, à vivre, etc., à exagérer dans nos manières de surenchérir dans nos désirs. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette histoire de modernité et d'effort productiviste, d'effort dans le travail, il est en fait aussi beaucoup lié à l'effort militaire. Et qu'il y a un lien entre travailler et faire la guerre d'une certaine façon. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces travaux de Charbonnier qui mettent ça en évidence renvoient par ailleurs aux travaux d'un éminent juriste qui s'appelle Alain Supiot et qui s'interroge sur qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain, renvoyant à la conférence de Philadelphie en 1946, fondatrice de l'Organisation internationale du travail. Et là-dessus, Supiot s'approprie un concept d'un chercheur allemand, un intellectuel allemand de l'époque, Junger, qui est le concept de mobilisation totale. Et donc ce qu'il nous explique, c'est en fait la Première Guerre mondiale a été la première fois où tout a été mis au service de la guerre, y compris la production agricole, toutes les activités en fait. Donc ça a été une mobilisation totale pour faire la guerre. Et ce que nous explique Supiot, c'est que depuis, en fait, cette mobilisation totale ne s'est jamais arrêtée. Elle a peut-être changé de forme, on ne fait plus forcément, et encore ça revient maintenant un peu sur nos terres, la guerre militairement, mais depuis ça s'est transformé en guerre économique. Et pour faire la guerre économique, bien sûr, ça a dû générer des guerres de conquête de territoire pour aller extraire les ressources, etc. etc. Et donc il y a un lien ténu en fait, entre l'effort productif, l'effort militaire, et en fait une logique de puissance avec des effets dévastateurs donc, sur les milieux et sur les hommes et les femmes. Ça, c'était pour mettre l'ambiance. Et puis, ce que nous raconte Charbonnier, là, sur qu'est-ce qu'on a en perspective, articulation, écologie, travail. En gros, il y a 3 tendances qui se dessinent. La première, c'est celle du capitalisme vert, c'est-à-dire que la crise écologique ne serait pas un problème, elle serait une opportunité de faire du nouveau business. Donc, c'est comme les normes. Les normes, on dit toujours c'est chiant, mais en fait, c'est obligé de changer les appareils après. Donc, du coup, hop, ça refait du business. Donc, en fait, c'est un business. C'est capitalisme vert. Donc, il y a le verdissement, le truc écologique, c'est pas qu'un truc de soi-disant gauchiste ou je sais pas quoi. C'est aussi porté par le monde du business. Et il faut aussi le considérer comme tel.
Et puis le truc un peu intermédiaire, là, c'est le Green New Deal. Donc là, c'est de se dire que ça reprend l'idée de Roosevelt, qui était d'ailleurs un des signataires de Déclaration de Philadelphie. Ça reprend l'idée de... En gros, c'est comme si on avait vécu où nous allions vivre des dévastations profondes, et donc il faut refabriquer un pacte. Et donc le pacte, c'est une opportunité encore là, la crise écologique, parce que ça peut créer des nouveaux métiers, ça peut créer de nouveaux débouchés, ça peut créer de nouvelles façons de vivre, de faire, et donc ça peut aussi générer possiblement de nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de vie. Et donc il faut essayer de sceller un pacte autour de ça. Et vous avez sans doute perçu au moment des élections américaines dernières, évidemment Biden, mais il y avait l'aile gauche avec Octavio Cortés et puis Bernie Sanders. Et donc c'est tout cette mouvance-là, en fait. Alors ils sont de gauche parce qu'ils sont aux États-Unis. En France ou en Europe, on ne dirait pas tellement qu'ils sont vraiment de gauche. Mais quand même, il y a une position comme ça on va trouver un compromis, en fait, un nouveau compromis, on va dire, social, écologique, productif. Et donc l'Europe s'est parfaitement approprié ce narratif, et la Commission européenne tient à peu près le même genre de discours. Et puis enfin, la troisième tendance qui se dessine, c'est celle plutôt de la décroissance, de l'écoféminisme, du postcolonialisme. Donc là, disons qu'on décroche par rapport à une logique plutôt libérale. On est plutôt sur une perspective plus politiquement de gauche et qui essaye de faire rupture avec un modèle culturel et économique qui jusqu'alors était dominant et qu'on essaye d'ajuster dans la perspective moyenne là, du Green New Deal. Voilà pour cette première partie, pour cadrer un peu la problématique. Vous donner quelques éléments d'actualité sur qu'est-ce qui agite le monde du travail et comment s'agite le monde du travail sur les questions écologiques, sachant que moi, je ne suis pas le mieux placé pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans les entreprises, parce que moi, je ne vais pas vraiment dans les entreprises, je travaille plutôt à une échelle méso, avec des fédérations professionnelles, patronales, syndicales, en interpro, etc. Même s'il m'arrive néanmoins de travailler un peu quand même avec des entreprises. Donc ce que je voulais vous partager dans cette partie-là, c'est cette idée d'un cloisonnement à un autre, d'un décloisonnement à un autre. J'ai un peu opposé dans la première partie économie et écologie. Et donc du coup, même si on voit avec le capitalisme vert et même le Green New Deal, hop, c'est une façon de réarticuler. Donc là, il y a une opposition, un cloisonnement. Et puis, ça peut-être vous paraître bizarre, mais emploi-travail. Pour nous, c'est important, et donc du coup, je vous le partage pour pouvoir raisonner. L'emploi n'est pas le travail. L'emploi, c'est un statut, c'est un cadre contractuel, quoi. Mais ce n'est pas la réalité du travail, ce n'est pas ce que vous faites. C'est le cadre dans lequel vous faites. Et c'est un cadre, pour le coup, hérité. On l'a bien arraché, hein, parce qu'au XIXe siècle, c'était pas ça. Chacun était un tâcheron, pas de sécurité sociale, etc. Donc c'est un progrès social, mais sans doute que ce progrès social lui-même est lié à un effort de croissance, pour le coup, fondé sur extraction et productivité. Donc emploi-travail, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce sur quoi je voudrais insister dans cette partie, c'est le cloisonnement et le décloisonnement entre les enjeux de santé au travail, qui sont plutôt notre cœur de métier historique, et les enjeux de santé environnementale, qui pour le moment restaient hors champ et qui commencent à re-rentrer dans le champ de nos activités. Et donc pour illustrer ça, il y avait lundi et mardi à Lyon, 12 et 13 juin 2023, un colloque santé, environnement, travail, des données à la preuve. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit problème à Lyon avec les PFAS, Arkema et compagnie. Et il y a une tradition d'enquête, de recherche autour des maladies professionnelles, mais qui ne sont pas que professionnelles, qui sont aussi des maladies environnementales, soit parce que l'usine, elle contamine dehors, donc elle contamine à la fois l'ouvrier, et puis les voisins, etc., etc. Et donc, il y a tout un groupe de recherche qui travaille autour de ça, et qui cherche à déployer des observatoires inclusifs santé, environnement, travail. Donc pour vous dire que, là encore, ce n'est pas une question toute complètement neuve. En fait, historiquement, il y a des phases un peu de décloisonnement intermittent, mais qui n'ont jamais vraiment réussi à franchir le pas, quoi. Et donc on peut expliquer ça par le fait que
cette ligne de démarcation, elle procède du fait qu'il y a des corpus juridiques distincts qui vont encadrer les enjeux de santé au travail et les enjeux de santé-environnement. Au-delà des corpus juridiques, il y a des corps administratifs différents. Les inspecteurs du travail, ce n'est pas les inspecteurs des installations classées. Ici, c'est le corps des mines, ici, c'est autre chose. Et donc, c'est des dynamiques professionnelles différentes. Et puis, par ailleurs, leurs publics sont aussi un peu différents. Les contestataires, pour le monde du travail, c'est plutôt les travailleurs, les syndicats. Pour le monde des installations classées, c'est plutôt les riverains. Il y a la question, certains veulent préserver les emplois quand il s'agit du monde du travail. Et puis, sur les questions environnementales, c'est plutôt les questions de santé qui dominent. Donc, les syndicats d'un côté, les associations des autres, etc. Mais ceci étant, historiquement, on remarque aussi qu'il y a des formes de proximité et il y a une sorte d'environnementalisme ouvrier qui existe et qui peut-être ressurgit ou se réactualise ou se redynamise un peu en ce moment, même si ça ne va pas de soi. Par exemple, il n'est pas simple, je crois, par exemple pour la CGT, d'aller prendre contact avec le représentant CGT d'Arkema, alors que par ailleurs, l'Union départementale du Rhône est préoccupée et est partie prenante des enquêtes sur les effets d'Arkema sur la santé au travail et la santé environnement. Toujours des enjeux pour le coup, fin du mois ou fin du monde. Donc c'est pas tout à fait bien réglé. Et puis du coup, évidemment, le monde scientifique aussi, les recherches, c'était assez cloisonné, assez segmenté. Donc ça n'a pas beaucoup aidé. Alors ça commence un peu avec l'initiative que je vous ai donnée comme illustration juste alors. Il y a peut-être une façon de faire les articulations, c'est autour de la justice, notamment de la justice environnementale. Savoir reconnaître comment nous sommes inégalement exposés aux milieux pathogènes, qu'ils soient dans le monde du travail ou en dehors du monde du travail. Il s'agit aussi de se demander, au fond, comment les savoirs scientifiques qui quand même existent, eh ben, ils sont mobilisés ou pas dans les politiques publiques de développement industriel ou même de, disons, développement économique. Et puis, face aux limites de la mobilisation de ces savoirs scientifiques dans les politiques publiques, ou dans les politiques pas publiques d'ailleurs, les stratégies d'entreprise ou quoi, eh bien, comment les populations, en fait, s'équipent, s'auto-organisent pour produire de la connaissance et légitimer un certain nombre de préoccupations qui sinon resteraient un peu dans le hors-champ. Je vous donnerai quelques exemples après. Donc là, je vous ai mis quelques notions clés qui permettent de faire la jonction entre la santé au travail et la santé environnementale. La question des maladies industrielles, la question des débordements industriels, la question de la production de l'ignorance. Non seulement on ne va pas générer des connaissances, mais on produit délibérément de l'ignorance. Il y a des marchands de doute qui existent, qui produisent de la contre-expertise du doute pour noyer le poisson, quoi. Et puis une notion que moi j'aime bien, c'est celle de savoir inconfortable. Et chez les travailleurs, mais aussi chez les travailleurs, par exemple, dans les agences de sécurité sanitaire ou quoi, qui savent que la façon de faire l'examen, la façon de faire l'analyse, la façon de produire tel ou tel truc est problématique. Et en même temps, il ne peut pas non plus tout mettre en l'air, aller contester vis-à-vis de sa direction ou quoi. Et donc les gens savent bien que ça dysfonctionne, mais ils ne savent pas comment trop se débrouiller avec ces dysfonctionnements. C'est ça, c'est savoir inconfortable que j'essaie de pointer ici. Donc peut-être aussi pour dépasser les clivages et pour penser les articulations, quelques idées que là je reprends à Renaud Bécaud, qui est un historien de la région, il travaille à Grenoble. L'idée, c'est que il y a, y compris dans les activités productives, des gens qui défendront mordicus leur emploi, même s'ils savent que cet emploi il est nocif pour la collectivité. Donc comment on peut dépasser ça? C'est pas si simple. Comment on peut changer un peu les cultures professionnelles? Comment on peut avoir un projet de transformation sociale qui soit un appui pour que ces cultures professionnelles, eh bien, elles se transforment sans qu'elles y perdent trop? Et donc c'est aussi ça les questions de transition professionnelle. Il ne s'agit pas de dire « Ouh là là, t'es méchant, il faut que ça change ». Il faut aussi donner les moyens pour que ça puisse changer et sécuriser en fait, ce travail de transition. Une piste aussi pour articuler, c'est peut-être de sanctuariser les enjeux de santé, de les démonétariser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de simplement donner un coût, un prix à un préjudice,
mais plutôt se dire que la santé n'a pas de prix, même si elle a un coût, et que du coup, ce qu'il faut prioriser dans la construction de l'activité, c'est la santé et pas du fric. C'est un peu bête à dire, mais c'est un peu ça quand même. Et puis, il y a la question des savoirs experts, la mobilisation. Évidemment, il y a le rôle des scientifiques, des chercheurs, mais il y a aussi toute l'intelligence du terrain, toute l'expérience sensible, pratique, qui peuvent être des points d'appui tout à fait importants dès lors qu'ils trouvent des relais, qu'ils trouvent des acteurs pour médiatiser, médier leurs efforts, faire un peu boule de neige. Et donc, c'est la question des coalitions, c'est-à-dire comment, en gros, on passe par-dessus le clivage, les experts d'un côté, les profanes de l'autre, mais comment on trouve des combinaisons nouvelles. Donc ça, ouais, un truc que j'imagine que vous ne connaissez pas, c'est un rapport, il y a un avis de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de santé, sécurité, sanitaire, environnement, travail, enfin je ne sais plus trop bien le sigle, mais bon, c'est un peu tout ça. Et un rapport qui est produit en 2018, donc ça commence à dater un peu, mais c'était le premier document en fait dans mon champ à moi, qui mettait le doigt sur l'articulation entre risque professionnel et changement climatique. Et qu'est-ce que dit ce rapport et qu'est-ce que dit cet avis? Eh bien, il dit de façon assez claire et démontrée que le changement climatique va augmenter les risques professionnels. Voilà. Ça peut paraître évident, mais en même temps, c'est bien de le démontrer, c'est bien de l'étayer. Et donc, sur cette base-là, il recommande évidemment de booster un peu la formation, l'information, la sensibilisation dans le monde du travail et des entreprises. Et puis, il préconise aussi d'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP de son doux nom, eh bien, d'intégrer les enjeux environnementaux. Et donc, pour vous donner un petit exemple de tableau sympathique qu'on retrouve dans ce rapport, il faut le lire en fait par la colonne centrale. Donc, quand on pense changement climatique, on pense ambiance thermique chaude. Okay, donc, quand on pense ambiance thermique chaude, on pense que ceux qui vont trinquer en premier, c'est ceux qui bossent dehors en plein cagnard, logique. En même temps, c'est pas que ça. Par exemple, moi hier, je faisais une formation à Paris. Eh bien, la salle était en plein cagnard, il n'y avait pas de store, il n'y avait pas de clim. Même si la clim, c'est une mauvaise idée parce que c'est une maladaptation, parce que ça va générer des problèmes encore pour dehors. Bon. Donc, certains se pensent, disons, relativement tranquilles parce qu'ils ont des emplois de cadre dans le monde des services, dans les immeubles, etc. Bon, ce que nous raconte ce rapport, c'est que ça va quand même aussi un peu les impacter. Et puis, il y a surtout ce troisième point qui me semble tout à fait intéressant parce qu'il passerait sinon un peu à l'as, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. En fait, vous voyez, quand il fait chaud, eh ben, on est mal. Et puis, on est mal pas qu'au boulot, on est mal aussi chez soi. Et par exemple, on ne dort pas bien. Et donc, comme on ne dort pas bien, eh ben, du coup, quand on est éveillé, eh ben, on baisse un peu en vigilance. Et quand on baisse en vigilance, généralement, il arrive un peu des problèmes. Au travail ou pas qu'au travail. Et non seulement on baisse en vigilance, mais surtout on augmente, disons, un peu notre irritabilité. Et donc il se pourrait bien qu'il y ait quelques tensions dans le monde du travail associées au fait, disons, des risques psychosociaux et pas simplement des ambiances thermiques chaudes. Et puis par ailleurs, ce qui peut se produire aussi, là, c'est peut-être que les produits chimiques, par exemple, qui sont emballés ou qui sont là utilisés, eh bien, peut-être qu'à une certaine température, ça va, ils sont un peu stables, et puis à une autre température, ils sont un peu moins stables. Et donc, du coup, on va redécouvrir que nos environnements ordinaires de travail ou de non-travail, domestiques, sont cafés, disons, de produits chimiques. Et voilà, ça va nous ramener à une certaine réalité du cocktail chimique dans lequel nous nous trouvons. Et puis, bon, pour régler, par exemple, des problèmes liés à ces fortes chaleurs, on pourrait se dire, donc c'est ce que commencent à faire un peu les entreprises. Du coup, on va peut-être réaménager les espaces de travail, on va peut-être aussi réaménager les horaires de travail. Donc du coup, ça va poser quand même pas mal de questions, ça. S'il faut commencer plus tôt, faire une grande pause, et puis recommencer plus tard, ça va nous faire des journées un peu à la rallonge. Et puis du coup, il faudrait que ça soit un peu synchrone avec
disons, les institutions qui s'occupent des enfants, etc. Parce que comment on va faire pour... Parce que là, tout est un peu calé. Si on commence à décaler, il faut tout décaler, donc ça va être un peu compliqué. Et que par ailleurs, on sait que le travail de nuit, par exemple, ça pourrait être une idée. Ça, j'ai mis mon truc pour être à l'heure. Le travail de nuit pose des problèmes de santé au travail. Et notamment, il y a une corrélation entre le travail de nuit et le développement des cancers. Et donc, du coup, bon, la situation est en fait complexe. Donc, nous allons au-devant de traitement de questions éminemment complexes. Ce qui agite aussi le monde du travail, parce que là, c'était il y a 5 ans, mais là, plus récemment, 26 avril 23, il y a le Conseil économique, social et environnemental qui a rendu un avis sur travail, santé, environnement et dérèglement climatique, et dans lequel il y a 3 axes de préconisation. Donc, comment on pense la santé au travail en lien avec la santé publique, dans les politiques de prévention, comment on mobilise les entreprises, les branches, les fonctions publiques, et puis comment on élargit les conditions du débat démocratique sur l'exposition de la santé aux risques professionnels et environnementaux. Donc, je vous ai mis dans le document un lien, vous cliquerez sur le lien, vous pourrez accéder au rapport, et c'est relativement instructif. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce rapport a été voté à l'unanimité. C'était un rapport un avis qui a été réalisé dans le cadre de la commission Travail-Emploi. Et tous les membres de la commission ont signé, y compris les représentants patronaux, y compris du monde du bâtiment ou autre. Cet avis, il est intéressant, mais parce que c'est le premier qui met en fait le doigt quand même sur le fait peut-être qu'il faut un peu s'alarmer, quoi, enfin, faire des trucs. Donc c'est un point d'appui intéressant, mais il est un peu limité parce qu'il renvoie à des actions en fait éminemment classiques sur la base de données socio-économiques et environnementales, sur le DUERP, etc. Et en fait, ce sont des outils qui fonctionnent pas super. Et donc du coup, bon, c'est une voie, mais bon, du coup, c'est une piste de progrès, d'amélioration, mais c'est pas le truc qui va tout résoudre d'un coup, quoi, loin de là. Donc du coup, ça nous renvoie vers des acteurs et des processus classiques et un peu défaillants sur les bords. Mais par contre, ça peut aussi ouvrir sur des coopérations un peu moins ordinaires et un peu plus intéressantes. Et donc là, je vous en ai mis 3. 3 images, mais qui ne veulent rien dire. La première, c'est le GISCOP 80. Là, en l'occurrence, c'est 84. Mais au départ, c'est le GISCOP 93. C'est un observatoire des risques de cancer pro, en fait. Et en fait, ils reconstituent la carrière des gens. Ils font des entretiens biographiques avec les gens pour savoir quel métier ils ont fait, dans quelle boîte ils ont bossé, avec quelle époque, etc., à quelle époque, etc., pour pouvoir établir le fait qu'alors, puisque tu as travaillé là, comme ci, comme ça, eh ben, tu es exposé à ceci et à cela, et alors tu peux essayer de, en gros, revendiquer le fait d'une prise en charge de tes problématiques de santé par l'employeur, etc. Donc ça, c'est intéressant comme dynamique. Une deuxième photo, c'est EPSEAL. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Habiter la pollution » et qui en fait renvoie à ce programme de recherche qui porte sur l'étang de Berre, sur la région de Fos. Et en fait, les habitants avaient ont toujours plein de problèmes de santé, et mal compris, mal couverts. Donc en fait, ils se sont organisés avec des médecins, des anthropologues, des sociologues. Ils ont fait une grande enquête en fait, épidémiologique, d'épidémiologie populaire. Alors évidemment, on leur a mis plein de bâtons dans les roues pour éviter qu'ils fassent ça. Ils l'ont fait quand même. Et du coup, une fois que ça a été produit comme les résultats, ça a été évalué en disant ça se trouve, ils ont produit des trucs qui ne tiennent pas la route. C'est Santé publique France qui a évalué. Et en fait, ça tient parfaitement la route. Il y a des problèmes méthodologiques, mais pas plus que dans d'autres réalisations produites par des savants de métier. Et donc voilà, c'est ça une traduction concrète de comment les populations s'auto-organisent pour mettre sur la table des problèmes qui sinon restent un peu hors champ. Et puis le troisième, c'est un projet de recherche qui s'appelle Climability, qui porte, du coup, c'est en Alsace, sur le Rhin supérieur, et qui vise en gros à préparer les boîtes à évidemment des températures extrêmes, mais aussi des inondations, des sécheresses, etc., etc. Donc commencer à adapter en fait l'aménagement des espaces ou l'organisation du travail. Donc il y a quand même des dynamiques qui sont à l'œuvre, mais c'est encore un peu émergent. Tu m'arrêtes quand je dépasse trop. Hein. Ouais. Là, ce qui se passe plus récemment, donc là, peut-être que vous savez ou pas, il y a une tentative de construire un accord national interprofessionnel sur la transition écologique. Donc les grandes organisations patronales et syndicales se sont mis autour de la table depuis à peu près une année, ont négocié, et puis là, ça débouche en fait.
Et donc, bon, c'est intéressant parce que ça peut permettre, cet accord national interprofessionnel, ça veut dire que toutes les boîtes qui sont affiliées aux syndicats patronaux ou syndicats de salariés seraient obligées d'appliquer ce qu'il y a dans cet accord. Et puis après, si l'État décide de faire un ANI dit étendu, il n'y a plus besoin d'être affilié, toutes les boîtes doivent s'y coller. Donc du coup, c'est intéressant, c'est une première initiative, mais je ne rentre pas trop dans le détail. Bon, vous voyez, il y a plusieurs domaines de prédilection et tout ça. Et surtout, ce qui se passe là, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ces PME, MEDEF ont signé, les patrons ont signé en fait, CFDT et CFTC ont signé, mais CGT, FO, CFE-CGC n'ont pas signé. Et en fait, c'est tout récent. Hein. Et en fait, CGT, FO et CFE-CGC, ça pèse pour 50%. Et donc, comme ils pèsent pour 50%, ils peuvent bloquer le processus et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord. Alors pourquoi ils n'ont pas signé cet accord? Parce qu'ils considèrent que c'est un mauvais accord, au sens où en fait c'est une collection des outils juridiques existants. Ça dit en fait qu'est-ce qui existe comme outil juridique pour traiter des questions environnementales. Mais ça ne va pas au-delà du droit existant. Normalement, un accord, c'est supralégal. C'est mieux disant. Là, c'est simplement en fait la synthèse de ce qui existe. Donc ils considèrent que ce n'est pas au niveau, donc du coup, ils ne veulent pas signer. Donc du coup, ça pose des questions sur le dialogue social. Est-ce que c'est un bon levier ou au contraire, c'est un verrou par rapport à la transition écologique? On peut imaginer que les syndicats, leur rôle, c'est de défendre l'intérêt des travailleurs. Donc, s'il s'agit de faire perdre des emplois parce qu'il s'agirait de fermer des activités, etc., ils sont un peu rétifs. Mais en même temps, vous avez vu ces dernières années, ces derniers mois, des coalitions entre ici Attac, ici les Amis de la Terre, ici la CGT, ici le Pacte de pouvoir de vivre avec la CFDT. Bref, une ouverture en fait du monde du travail à des préoccupations qui dépassent le monde du travail. En fait, on dit qu'il dépasse le monde du travail, mais la situation problématique dans laquelle on se trouve, elle est pour partie assez largement le fait du monde du travail. C'est évidemment historiquement, mais donc du coup, c'est pas simplement à penser comme un phénomène extérieur, mais un produit en fait du monde du travail qui revient un peu en boomerang. Donc, est-ce que c'est un levier, est-ce que c'est un verrou? Est-ce que quand même on peut utiliser les outils du dialogue social, c'est-à-dire les instances représentatives du personnel dans les entreprises, pour faire levier dans les entreprises, pour mieux intégrer les enjeux à la fois, bien sûr, de conditions de travail, c'est mon gagne-pain, et les enjeux écologiques. Bon, voilà. Je prends encore 5 minutes pour vous expliquer ça, ça va aller vite. Vous avez compris, de notre point de vue, le travail, c'est une pierre angulaire de la crise écologique et de la transition écologique. Pour gagner la bataille de la transition écologique, il faut gagner la bataille du travail. C'est ça notre leitmotiv, en fait. Donc pour nous, ça nous change un peu le truc. D'habitude, on est confort dans des trucs un peu RH, un peu pépère, vous voyez. Et bon, on a des vrais sujets quand même. Mais là, en fait, on n'est pas du tout équipé, stuffé, pour prendre en charge ça. Donc pour nous, c'est un sujet émergent. Et moi, une partie de mon travail, c'est de pousser un peu ça, de former un peu mes collègues, de les dynamiser, de faire un peu du réseau, etc., pour que d'abord un peu s'ouvrir les chakras et puis fabriquer des alliances, en fait. Bon. Donc ça nous oblige à retravailler et ça nous oblige à réfléchir sur les régimes du travail, c'est-à-dire le régime du travail, c'est quoi? C'est le grand système socio-économique dans lequel on se trouve, le paysage socio-économique sur lequel on n'a pas vraiment de prise, qui est là, et qu'il faut bien faire avec. Et puis les régimes du travailler, c'est pas parce qu'il y a un régime du travail qui est comme il est qu'on est forcément obligé d'être aligné dessus. Chacun travaille un peu à sa manière. Et donc il y a une attention à porter, une double attention sur un paysage général et puis sur des pratiques tout à fait concrètes, ordinaires, singulières, qui peuvent faire se démarquer, bifurquer, transitionner, etc. Il y a des enjeux de transition juste. Notre propos, on le reprend de l'OIT notamment. C'est forcément en gros une question sociale, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas la bataille écologique si on ne gagne pas la bataille du travail. Et en fait, la bataille du travail, c'est une bataille sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à la transition écologique, bien sûr, mais on connaît bien aussi les inégalités socio-économiques. Et donc, du coup, ça vient rediscuter un peu de ça. C'est facile quand on a un peu d'argent et qu'on est éduqué de se dire des choses. Quand il faut aller gagner sa croûte et qu'on n'a pas de ressources, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut comprendre et essayer de rétablir un peu des équilibres pour pouvoir avancer. Et puis, c'est intéressant parce que ça vient discuter de l'invisibilisation du travail ou d'une nouvelle forme de visibilité. Donc, nous, dans cette affaire, on a 3 axes de réflexion ou des actions.
On a d'abord trois registres, c'est-à-dire on travaille de manière un peu prospective sur les trucs qui ne sont pas encore là mais qui pourraient arriver. Okay, on travaille de façon contemporaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les boîtes et on essaie de documenter un peu ça. Et puis un troisième axe, c'est on essaie d'intervenir aussi dans les boîtes, de faire des trucs un peu expérimentaux. Le deuxième truc, c'est on regarde ce qui se passe sans intervenir. Et le troisième truc, c'est qu'on fait des trucs avec les boîtes puis on essaie d'en tirer un peu des enseignements. Et puis nos trois axes visés stratégiques, c'est quoi? La pente naturelle, pour nous, c'est que au fond, la transition écologique, il se pourrait bien que ça soit une rationalisation comme une autre. Et il se pourrait bien que ça se fasse comme les rationalisations précédentes sur le dos des travailleurs. Et donc on a une attention en se disant il ne faudrait pas que ça se fasse sur le dos des travailleurs, il ne faudrait pas que ça vienne dégrader les conditions de travail. Si elle ne se fait pas, la transition écologique, on est à peu près sûr que ça va dégrader les conditions de travail, la crise climatique et autres. Mais on se dit aussi que la transition écologique, dans la façon dont elle peut être mise en œuvre, elle peut dégrader les conditions de travail. Donc on est vigilant autour de ça. Le deuxième point, donc ça c'est une posture un peu défensive. Deuxième point, c'est une posture plus offensive, c'est de se dire que l'action pour l'amélioration des conditions de travail, ça peut être un levier pour la transition écologique. Par exemple, c'est mon exemple fétiche que je raconte tout le temps, on dit, le Shift Project, tout ça, nous dit, dans l'agriculture, il nous faut plus 300 000, dans le bâtiment, il nous faut plus 150 000, 200 000, et en même temps, très sincèrement, qui veut aller bosser dans l'agriculture à 50 degrés à l'ombre et sans flotte? Ça va être compliqué à trouver des clients. Et puis, sur le bâtiment, on dit, il manque de gens compétents. Est-ce que simplement, il faudrait former des gens pour que les rendre compétents? Est-ce qu'il suffit d'être compétent pour aller vouloir travailler dans le bâtiment? Peut-être qu'il y a des petits problèmes d'attractivité du secteur, des organisations, parce que les conditions de travail, de rémunération et tout ça sont peut-être pas tout à fait au rendez-vous. Donc il ne faudrait pas, de notre point de vue, se laisser un peu avoir par l'idée un peu facile de dire développons les compétences et ça sera réglé. En fait, on a des problèmes d'organisation du travail, on a des problèmes de gouvernance des organisations et qu'il nous faut pouvoir prendre en charge. Et enfin, la troisième visée stratégique, c'est de se dire que, en fait, on a une sorte de chance. C'est-à-dire qu'il y a, là, il y a un élan, quoi, avec ces problèmes climatiques, écologiques. Il y a une puissance sociale, un mouvement qu'on n'a jamais vu depuis des années. Et donc, du coup, peut-être que, y compris pour nous, c'est l'occasion de dire, accrochons-nous à cette dynamique pour que la question du travail ne soit pas oubliée. Et qu'au contraire, que ceux qui portent les enjeux de transition écologique portent en même temps les questions du travail, en même temps les questions sociales. Voilà, c'est un peu nos trois perspectives stratégiques. Moi, je pense que je peux m'arrêter là pour cette partie. Ah non, la quatrième, je savais que je me redonnais la parole. Ok, alors, je passe à la quatrième partie. Alors, j'avais des exemples. Oui, parce que en fait, quand on a échangé pour préparer ce dialogue, on va dire, nous est venue effectivement la question du hors-travail, enfin, du travail invisible, de cette perspective qui est effectivement en dehors de l'emploi, de ce que je comprends. Et effectivement, du coup, c'est une réflexion plutôt personnelle que porte Vincent sur le sujet, plus qu'institutionnelle. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples, et du coup, je ne vous les donne pas. Enfin, quand même vite fait. Un petit outil qu'on a développé, qu'on a financé en fait par le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, UGIC-CGT associé à Réveil écologique. Pour un Réveil écologique, on produit une sorte de radar environnemental. Ça permet en gros de checker les actions dans les boîtes et puis du coup derrière faire un peu de la revendication pour pousser un peu le truc. Bon, voilà. On a fait également un soutien à Printemps écologique qui a du coup développé une boîte à outils pour les CSE. Et donc, du coup, pour se former, pour négocier, pour s'animer, etc., etc. Donc, il y a des petites ressources. On est en collaboration avec le Labex IMU là, sur la question des tiers-lieux. Et puis, on travaille aussi avec la ville de Grenoble. Enfin, on travaille avec plein de trucs. On travaille avec l'ISARA, et notamment l'ARAG, Auvergne-Rhône-Alpes gourmand. La transition écologique, c'est aussi des problématiques alimentaires et agricoles. Et donc, du coup, on s'intéresse à ce milieu-là pour voir comment ça peut impacter en risque ou en opportunité les conditions de travail. Bref, j'en viens là. Ça permet de remettre quand même, de notre point de vue, en visibilité les enjeux du travail, cette question climatique, écologique. Donc, d'abord, ça réouvre un questionnement sur la qualité de l'emploi. C'est-à-dire les gens ne veulent plus aller bosser n'importe où, tu l'as bien dit tout à l'heure, les questions de sens, etc., etc.
Et du coup, au-delà de la qualité de l'emploi, ça réouvre un questionnement sur la centralité du travail dans la vie. On n'est pas prêt, on n'est plus prêt à perdre sa vie. Comment on dit, c'est quoi? Ne pas perdre sa vie pour la gagner, voilà. Et bien ça, on n'en veut plus. Et donc du coup, ça réouvre un questionnement sur la centralité du travail dans la vie, sur les équilibres entre les mondes professionnels, les mondes personnels, les mondes associatifs, etc., etc. Donc il y a quelque chose autour de ça qui nous semble en fait intéressant. Il y a un deuxième questionnement qui s'ouvre, c'est celle de la visibilité ou l'invisibilité de ce qui se passe dans le travail. Et là, je parle du travail professionnel, mais même du travail militant, associatif, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le travail? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le travail et aux conditions qui permettent de produire un travail de qualité sans s'épuiser au travail? On sait pertinemment que le monde associatif, les gens disent nous, on veut du sens, donc on va aller bosser dans l'associatif. On a un peu travaillé sur ce sujet et on peut vous dire que les conditions de travail dans le milieu associatif ne sont pas reluisantes. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont avec du sens, ils vont avec de l'engagement, du coup, ils n'ont plus de frein. Et donc, du coup, ils se surengagent. Et en fait, ils se surexposent. Et donc, c'est un problème. Ils s'épuisent. Bon, il y a aussi, du coup, ce qui se passe dans le travail pro, puis ce qui se passe en dehors de l'emploi. Et puis, ça pose un questionnement aussi sur les nouvelles formes de travail. Geneviève Prévost parle de travail de subsistance, c'est-à-dire ces gens qui, d'une certaine façon, quittent le milieu ordinaire pour aller vivre des aventures, comme tu le disais, un peu, non pas forcément en autonomie, parce qu'en fait, c'est toujours un peu des réseaux, c'est toujours des aventures collectives, c'est de l'entre-subsistance. Les gens, en fait, se cèdent. Mais quand même, ils sortent d'un régime de travail. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que ça remet le doigt sur les inégalités, c'est-à-dire qui est capable d'abandonner et de s'abandonner à partir dans une telle aventure. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit si évident. Et puis, ce que raconte Prévost, c'est que, y compris dans des cas qu'elle analyse, même si tu prends un chèque, parce que tu bossais à Paris, tu étais dans un grand groupe, tu étais cadre, tu prends de la thune, tac, tu pars à l'aventure et tout, c'est pas si simple. Parce qu'il faudrait que, par exemple, ta compagne ou ton compagnon soit d'accord. Et donc, en fait, ça vient revisiter en fait, toute la question du travail domestique, la façon dont tu fais les équilibres de vie, non pas simplement équilibre entre pro et perso, mais à l'intérieur du perso. Et donc, du coup, c'est tout ce travail hyper fin qui nous fait en fait tenir dans nos relations intimes, personnelles, qui sont remises sur le métier à travers ces aventures. Et donc voilà, moi je vous ai mis trois petites références de lecture pour vos soirées d'été ou d'hiver. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc justement sur cette question du travail notamment associatif, Fanny apporterait un complément sur la question de l'engagement, si on arrive à revenir. Voilà. Oui, merci. L'idée, c'était de s'arrêter plus particulièrement sur s'engager en dehors de son emploi et en particulier sur la question du bénévolat. Ah oui. Pardon. Bon, ça sera bien comme ça. Oui, l'idée, c'était de pouvoir donner quelques perspectives sur cette question de l'engagement. Alors peut-être avant de parler de comment l'engagement bénévole peut s'articuler avec une bifurcation professionnelle, peut-être juste un petit état des lieux sur quelles sont les formes d'engagement bénévole. En faveur de la transition écologique et solidaire, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a, je dirais, différentes tendances qui sont présentes en région lyonnaise et plus largement. Il y a ce qui va être de l'ordre du bénévolat associatif à proprement parler. C'est l'idée de rejoindre une association pour donner de son temps, participer à la réalisation de son projet associatif, de ses actions, donc une action collective. Donc c'est de ça dont je vais parler plus particulièrement. Mais sur les enjeux écologiques, il y a beaucoup aussi de ce qu'on pourrait appeler du bénévolat informel, c'est-à-dire je ne vais pas rejoindre une association, appartenir à un collectif, mais je vais plutôt essayer de diffuser les questions d'écologie en partageant des ressources à mes proches, en essayant de faire bouger les lignes chez mes voisins, en faisant bouger mon entreprise. C'est ce que nous, à Antiella, on appelle les ambassadeurs du changement. C'est, j'essaye
d'accélérer la transition autour de moi, et j'essaye de faire ce travail d'influenceur, d'accompagnateur, de facilitateur de la transition. Donc ça, j'en parlerai un petit peu moins, mais je pense que c'est une vraie tendance de fond que nous, on essaye aussi d'accompagner à Antiela. Pour revenir sur le bénévolat associatif, pour moi, le bénévolat associatif, sur les enjeux d'écologie et de solidarité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, à la fois pour qu'on réussisse à relever les défis qui sont les nôtres, puisque c'est une énergie qui a vocation à faire émerger des alternatives, à les diffuser, à nous permettre d'avoir une vraie force de frappe pour transformer la société. Mais je pense que ça a aussi une vraie vertu pour nourrir un parcours d'évolution professionnelle et pour venir nourrir la réflexion qu'on a sur le travail. Et je rejoins complètement ce que tu disais sur le fait que se poser la question du bénévolat, c'est se poser la question de la place du travail, de l'emploi dans sa vie, en se disant est-ce que c'est vraiment l'espace dans lequel je suis censée m'épanouir complètement? Est-ce que c'est l'espace dans lequel je suis censée apprendre, ou est-ce que c'est pas un endroit à remettre à sa place pour vivre d'autres choses à côté? Ça, c'est un vrai enjeu clé. Mais bon, pour revenir plus particulièrement à la question du bénévolat et comment ça peut permettre en tout cas un réalignement professionnel, pour moi, il y a vraiment cette question d'expérimenter où et comment on peut retrouver du sens. Donc voilà, c'est de bien nourrir sa quête de sens et d'utilité ailleurs, si ça ne peut pas être dans le travail, pour trouver un équilibre malgré tout. Après, je pense qu'il y a un vrai enjeu, j'en parlais tout à l'heure, si on se pose la question du monde associatif, du monde de la transition, venir vivre ces associations-là pour être confronté au réel. Alors c'est ce que tu disais aussi sur des fois les fantasmes qu'on peut avoir dans le monde associatif. Alors déjà, il n'y a pas un monde associatif, il y a des mondes associatifs, donc c'est intéressant d'aller voir ce que ça veut dire en termes de culture, d'organisation, de conditions de travail. L'idée, c'est de prévenir ce que nous, des fois, dans les structures de la transition, on appelle le syndrome de la Tour Eiffel. Le syndrome de la Tour Eiffel, c'est, vous savez, quand les Chinois, ils arrivent en France et qui voit la Tour Eiffel et dit mais je pensais que c'était vraiment beaucoup plus waouh que ça. Je l'imaginais très grand, en fait c'est tout petit, la Tour Eiffel. Et ça, nous on le voit beaucoup chez des personnes qui bifurquent. Mais je croyais que le monde associatif ou de l'ESS c'était le paradis des bisounours, quoi. Et paf, je me casse les dents. Ouais, mais en fait personne ne t'a jamais dit que c'était le paradis des bisounours. Personne ne t'a jamais dit que la Tour Eiffel elle était très très grande. C'est toi la représentation que tu en avais. Et donc l'enjeu de se mettre en action, c'est justement de venir voir si c'est un espace qui peut vous convenir et en fait, quelles sont les conditions avec lesquelles vous pouvez composer ou non pour faire un choix en fonction de ce qui vous est nécessaire. L'intérêt de s'engager bénévolement quand on se pose aussi la question d'une évolution professionnelle, pour moi, c'est de venir marquer son parcours. C'est de pouvoir montrer, signifier qu'en fait vous avez eu des engagements, des pas qui vous ont permis de concrétiser des questionnements, des valeurs, parce que si on se passe d'un côté recruteur de ces structures dont je parle, associatives, entreprises qui ont des engagements forts, en fait autant on trouve ça très très bien de voir des personnes qui viennent de milieux professionnels variés, avec des parcours qui n'ont rien à voir avec ces sujets, autant on peut se poser la question mais est-ce que quand même, il y a des questions qui l'ont travaillé au fil du temps, et qu'est-ce qui nous dit qu'il y a une acculturation possible avec notre réalité, notre raison d'être, et donc de pouvoir montrer que vous avez eu des engagements bénévoles, ça donne quand même des billes pour comprendre qui vous êtes et ce que vous avez déjà entrepris. Et puis la dernière opportunité, c'est aussi quand même de se créer un réseau, puisqu'il y a un certain nombre d'opportunités qui ne sont pas extérieures, mais qui se jouent au sein des structures, entre les structures, et c'est aussi une manière de saisir un certain nombre d'éléments. Peut-être pour conclure, juste vous dire que donc l'association Antiela, dont je fais partie aussi, et que je n'ai pas présentée, qui est une structure d'accompagnement des personnes qui ont envie d'agir sur les questions d'écologie et de solidarité, développe un certain nombre de temps et d'outils pour aider les personnes dans leur recherche
d'engagement bénévole au sens large sur les questions de transition écologique. Donc si c'est des questions que vous vous posez ou si vous pouvez diffuser plus largement, on a des temps d'accueil qui ont lieu tous les mardis de 16h à 19h où des membres de l'équipe sont là pour écouter les centres d'intérêt, les sensibilités, les envies des personnes qui viennent et essayer de les orienter vers des associations, des collectifs, des initiatives qui pourraient avoir besoin d'eux et de leur énergie pour leur permettre de continuer à mener leurs actions. Donc voilà, si vous avez encore un peu de temps à donner ou envie de découvrir autre chose, n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis on a aussi des outils qui ont vocation à montrer tout ce qui existe. On a notamment un guide qui s'appelle le guide Agir à Lyon qui recense par thématique, donc climat, déchets, biodiversité, toutes les associations et ce qu'on peut faire concrètement avec elles. C'est une manière de s'ouvrir les possibles sur tout ce qui est envisageable. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir le prendre au local. On le distribue à prix libre. C'est une manière aussi d'entrer dans ce monde et ses opportunités. Et dans la même optique, on a un magazine mensuel qui sort tous les mois, comme un magazine mensuel, et qui reprend un défi d'écologie et de solidarité, mais à l'échelle de la région lyonnaise pour comprendre les enjeux et comment on peut agir dessus. Et puis, il y a tout un côté actu des initiatives, des acteurs transition écologique et solidaire du territoire. Donc, c'est aussi une bonne manière de faire de la veille et de voir où est-ce qu'on aurait envie d'être. Voilà. Et donc, les shifters peuvent communiquer dans Agir à Lyon. Donc n'hésitez pas à passer aussi vos actualités, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc peut-être je peux faire passer les deux comme ça, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Merci. On a encore quelques minutes pour un temps de questions. Donc si vous avez besoin de compléter sur les différents intervenants, n'hésitez pas. En général, on essaie d'avoir la parité, un homme, une femme. Très silencieux. Moi, j'ai peut-être pour lancer les questions, parce que finalement, ce qui vous rejoint, c'est aussi cette question, cette problématique de comment on génère le changement. Le programme Les Ambassadeurs du Changement concerne aussi des professionnels qui sont dans leur entreprise et qui ont envie de faire bouger leur entreprise. Et d'un autre côté, est-ce que la question des collectifs de travail est une question que vous traitez à l'ANACT? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que c'est un levier aussi de travailler en collectif pour faire bouger son entreprise? Eh bien oui. Oui. De toute façon, nous, c'est notre rayon, c'est-à-dire qu'on a une entrée collective. C'est-à-dire on pense que les entreprises, c'est toujours des entreprises collectives. Ça ne fonctionne pas tout seul, quoi. Il faut des gens, et il faut des ressources, et il faut des outils, etc. etc. Bon, donc et nous, notre clé, c'est l'organisation du travail. Et donc, les collectifs de travail. Après, là récemment, ce qui s'est passé en termes de dynamique, c'est qu'il y a une espèce... Alors, ça marche, c'était le même discours sur le numérique, en fait. C'est-à-dire que le monde du travail, et notamment le dialogue social, le paritarisme, les syndicats, pour les gens, c'est un truc has-been, quoi. C'est un truc vieux, mortifère, chiant, tout ça. Et donc, en fait, ils voulaient s'en défaire. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que des gens ils se sont dit, on va passer par-dessus, quoi. Donc, il y a des collectifs qui se sont mis à exister en disant, si on attend que les syndicats s'occupent des questions écologiques, on sera mort avant. Donc, on va prendre la question, on va le mettre devant, quitte à ce que ça soit repris derrière par les syndicats. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de dialogue institué, un peu pétrifié, sur certains aspects, il faut bien le reconnaître. Et de l'autre, une sorte de dynamique un peu instituante, qui veut mettre sur le tapis un certain nombre de sujets, et qui ne prend pas forcément les autoroutes, les codes habituels, etc. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça booste. Après, il y a aussi des limites, aussi à reconnaître de ce côté-là. C'est-à-dire que parfois, ces collectifs, ils font le boulot, en gros, de la direction, ils font la politique RSE de la boîte, à pas cher, et
ils sont un peu la caution. Et donc, du coup, ils viennent court-circuiter un travail plus profond, plus démocratique. Et donc, du coup, notre enjeu à nous, c'est de voir toujours comment on peut essayer d'articuler un dialogue social institué classique et ce qu'on appelle un dialogue professionnel, un peu émergent, soit entre les travailleurs et la ligne managériale, soit les travailleurs entre eux qui essayent de pousser des trucs vis-à-vis de la ligne managériale. Pour rebondir sur les ambassadeurs du changement, enfin, je vous parlais des ambassadeurs comme un mode d'engagement possible, plus informel, pour diffuser les enjeux de transition écologique. Et il se trouve que c'est une des démarches d'Ancela où on mobilise des personnes qui font ça pour les outiller, leur permettre d'échanger et voilà, de monter en puissance sur ce type de posture. Nous, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des ambassadeurs du changement dans leur lieu de travail pour amener les enjeux de transition écologique dans l'entreprise. Ce que nous, on observe, c'est que souvent, les personnes, elles vont commencer par ce qui est accessible, ce qui est appropriable et qui n'est pas la question du métier à proprement parler, mais je dirais tous les à côté. Donc, ça va être la question de est-ce qu'on met un système de tri, ça va être la question de quelles sont les activités proposées par le CSE, est-ce qu'on ne pourrait pas végétaliser juste devant l'entreprise, etc. Donc voilà, elles se mettent en mouvement là-dessus. En général, ça s'accompagne d'une montée en réflexion sur les enjeux écologiques et à un moment donné, elles se disent non mais en fait, on ne va peut-être pas s'arrêter à ça. Elles vont aller questionner l'entreprise sur en fait, c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi ton métier, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des transformations qui ne seraient pas les à côté mais le cœur, et là ça bloque. Et en fait souvent c'est là que nous en fait ils viennent nous voir à Nouvelle Voie en disant moi j'aimerais vraiment transformer mon entreprise de l'intérieur, j'ai essayé de faire plein de trucs mais en fait ça bloque. Et donc il y a des personnes qui font Nouvelle Voie en disant en fait j'ai fait mon choix, j'ai fait le deuil, ça bloque à l'intérieur. Et donc j'ai envie d'évoluer professionnellement pour aller dans des entreprises, des associations que j'aurais pas besoin de transformer de l'intérieur parce que le cap, je le partage et donc je vais permettre un développement, une montée en puissance de ça. Et donc voilà, j'ai une alternative claire. Et puis d'autres, elles nous disent en fait je sais pas trop encore si j'ai envie de partir ou de rester. C'est 1 an pour monter en réflexion, retester des choses en ayant peut-être d'autres clés théoriques, d'autres outils et faire mon choix plus tard quoi. Mais en tout cas c'est plutôt à ça qu'on est confronté actuellement, cette difficulté de la transformation vraiment interne en fait à la structure, ce qui vient toucher à la production en fait et pas à la vie collective au sein de l'entreprise. Ouais, du coup, je plus sois parce que c'est patent, c'est manifeste quoi. Et pour le coup, la semaine prochaine, c'est la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. On fait des trucs et des machins sur la transition écologique, enfin les transitions en tout genre et écologique en particulier. Il y a une petite consultation qu'on a réalisée et qui montre ça. C'est-à-dire qu'en gros, les gens répondent que oui, en gros, les boîtes, elles font quand même des trucs, mais ça reste des petits trucs. Et en fait, quand tu arrives sur les questions stratégiques, tu arrives sur les questions structurelles, là, il y a quand même moins de monde pour lever le doigt, quoi. Et je dirais que ça peut, pour le coup, nous, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, c'est perçu positivement dans un premier temps par les salariés qui le vivent, et qu'à un moment donné, ça a plutôt tendance à accroître encore plus la dissonance. C'est-à-dire... il y a un apprenant qui s'appelle Virgile qui fait son mémoire sur la désillusion au travail et il explique qu'il bossait dans une start-up et le midi il était au club DD quoi. Il regardait il était responsable marketing. Il regardait des films sur la crise climatique et après il devait aller vendre les machins et dans un premier temps ça a été un vrai espace de remobilisation professionnelle en fait parce qu'il avait des collègues qui partageait ses valeurs parce qu'il apprenait plein de trucs et en fait à un moment donné ça lui a sauté au visage que en fait non et donc ça je pense que c'est une tendance qui est assez forte dans le monde du travail actuellement quoi.
Merci. J'en profite pour annoncer la conférence qu'on organise à la rentrée. Donc au mois de septembre, je crois que c'est le 21 septembre, il me semble. Voilà. 21 septembre, donc on organise notre prochaine conférence publique sur le thème de la finance. Alors je ne sais plus si c'est durable, responsable ou... Voilà. avec Reclaim Finance. Voilà. Donc vous pouvez consulter, si vous n'êtes pas encore membre des Shifters, consultez notre page LinkedIn. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre via le site des Shifters. Voilà. Bonne soirée.